Donc, j'étais en train de dire que donc Saint-Étienne Métropole, les élus ont délibéré en faveur d'une stratégie de biodiversité métropolitaine en mars 2023, qui nous a permis, avec l'ensemble des acteurs mobilisés autour de ces questions, d'élaborer un vaste programme ambitieux autour des enjeux de préservation et de restauration de la biodiversité, qui se définit en 7 axes. Et c'est donc dans ce cadre que nous allons vous présenter le webinaire d'aujourd'hui, qui s'inscrit dans une série de plusieurs webinaires. On peut passer à la slide suivante. Voilà, et nous souhaitons donc dans ce cadre engager les acteurs du territoire à mener des actions en faveur de la biodiversité et notamment à les engager à signer une charte biodiversité. Donc vous êtes déjà une bonne trentaine à avoir signé cette charte d'engagement biodiversité et donc nous avons souhaité vous accompagner donc pour ceux qui sont déjà signataires ou pour ceux qui souhaiteraient le devenir en 3 niveaux d'accompagnement. Donc, le premier niveau, c'est ce temps d'information et de mobilisation auprès des acteurs du territoire. Donc, qui s'appelle, c'est les webinaires des mardis de la biodiversité, donc qui ont lieu une fois par mois. Et donc, nous en avons déjà mené plusieurs qui sont en replay que vous pouvez consulter sur le site Engagé pour la nature. Le deuxième niveau, ça sera une mise en pratique et des expérimentations qui vous seront présentées dans le cadre de plutôt de retour d'expérience dans un format collectif et plutôt sur le terrain. Et enfin, un troisième niveau où on vous propose un accompagnement individuel personnalisé pour que vous puissiez agir plus concrètement en faveur de la biodiversité. Et dans ce cas, il faut être signataire de la charte d'engagement pour la biodiversité. Voilà, donc si vous êtes intéressé, on vous invite à aller sur le site Engagé pour la nature. Vous retrouvez cette charte d'engagement pour pouvoir vous mobiliser à nos côtés. Ou vous pouvez aussi aller voir la boîte à outils de la stratégie biodiversité, où sont représentés un certain nombre de référentiels, de documents ressources et une boîte à outils plus à vocation pédagogique. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc aujourd'hui, on en est au 3e webinaire. Donc c'est des actions en faveur de la biodiversité qui ont été menées sur le territoire de la métropole qui va vous être présentée par France Nature Environnement Loire, FNE Loire, et puis les 2 précédents webinaires qui sont en replay, comme je le disais, donc biodiversité et bâti et actions en faveur des pollinisateurs qui ont eu lieu en fin d'année dernière et début de cette année. Voilà, et ce rythme va continuer en fait avec un webinaire par mois avec des sujets différents. Donc nous avons le plaisir d'accueillir nos partenaires, donc France Nature Environnement. Donc je vais céder la parole à Lucille Gallois, qui est chargée d'études flore et habitat, et à Kevin Marie-Louise Henriette, qui est chargée de mission ABC, Atlas de biodiversité communale, Odonate et médiation faune sauvage, qui vont vous faire un retour sur des accompagnements d'actions qui ont été réalisés par des acteurs sur le territoire de la métropole. Merci. Je vous cède la parole. Merci. Bonjour, donc moi c'est Lucille Gallois. Moi je vais vous présenter trois actions qui ont été menées en faveur de la biodiversité. Donc une des premières, c'est l'exemple de Loire Habitat, qui est un bailleur social. On a travaillé sur la mise en place de la gestion différenciée des espaces verts sur une copropriété du Val-de-Coise à Saint-Galmier. Donc pour vous situer un petit peu, c'est des habitations, 3 blocs de logements avec des parkings. On va avoir beaucoup de gazon avec des aires de jeu autour, un petit boisement et un cours d'eau qui passe. La volonté première de Loire Habitat, c'était de diminuer les coûts d'entretien des espaces verts, tout en gardant la gestion et en même temps en faisant de la sensibilisation et un petit peu pour changer les perceptions des habitants. Donc aussi, le gros objectif, c'était de préserver et faire accepter la biodiversité sur le site. Donc pour ça, au préalable, il y a eu un état des lieux qui a été fait sur le site et sur les abords du site. D'abord, un inventaire de la faune et de la flore. Et après, on a aussi rencontré les prestataires des services d'entretien pour pouvoir analyser les différentes pratiques de gestion qu'il y avait sur le site actuellement.
Pour donner une idée, on a retrouvé 105 espèces de flore, donc une qui était protégée, qui était sur le site, 27 oiseaux, 23 insectes, donc c'est pas exhaustif, mais ça fait déjà quelques espèces. Et au niveau de la gestion qui était faite avant, on a pu voir que les espaces verts étaient intégralement tondus très régulièrement et qu'il n'y avait pas du tout de fauche tardive ou de fauche différenciée. Donc, avec cet état des lieux, on a pu mettre en place des préconisations de gestion et proposer ces préconisations à Loire Habitat. Là, sur cette carte, on peut voir la délimitation pour chacune des gestions proposées. Donc, ce qui a été proposé, on est toujours un peu en lien avec les services techniques. Donc, ce qui a été proposé, c'est d'abord sur les zones de forte fréquentation, d'augmenter la hauteur de tonte, parce qu'on comprend bien que sur les zones de fréquentation, on ne peut pas laisser des prairies avec des herbes très hautes toute l'année. Et justement, sur les secteurs qui étaient peu fréquentés, une fauche plutôt tardive. Donc, on va laisser les prairies non fauchées pendant une grande partie de l'année et on va faucher plutôt en automne. Et après, plutôt de la gestion extensive au niveau des haies, des arbustes, des massifs ornementaux aussi et du petit boisement qu'il y a sur le côté. On a aussi aidé à supprimer l'utilisation de l'acide pélargonique pour le désherbage. Donc ça, tout ça, c'était des préconisations qu'on a pu mettre en place, enfin proposer. Et justement, pour diminuer les coûts d'entretien, ça allait donc avec la mise en place de la gestion en faveur de la biodiversité. Bien sûr, on ne propose pas des choses qui sont impossibles à mettre en place pour les prestataires d'entretien. C'est pour ça qu'il y a un fort volet d'accompagnement et de formation des prestataires d'entretien. On voit avec eux, justement, on discute pour adapter en fonction des moyens qu'ils ont et des outils qu'ils peuvent utiliser, qu'ils peuvent potentiellement acheter en plus. Donc, on les accompagne bien pour essayer de comprendre un petit peu ensemble. Et il y a aussi un volet communication et animation pour les habitants. Impliquer les habitants, c'est très important dans ce genre de démarche parce que la perception des modes de gestion différenciée, une perception positive, c'est vraiment un point essentiel pour que le projet puisse réussir sur le long terme. Donc, par exemple, on a mis en place des rencontres, des animations, on a aussi mis en place des protocoles de sciences participatives avec les habitants pour pouvoir les mettre aussi dans la boucle. Donc, par exemple, là, vous avez un exemple de ce qui a été mis en place cette année suite aux préconisations de gestion. C'est une zone qui est gérée en fauche tardive. Ah, ça a l'air de fonctionner là. Ouais, c'est bon. J'y suis, merci. Une zone qui a été gérée en fauche tardive, installée dans la partie nord. Donc là, on peut voir sur les photos, on voit bien la différence. On a la prairie qui est devant, qui est tondue un petit peu plus régulièrement, fauchée régulièrement. Et derrière, on va la laisser en fauche tardive. Ce qu'on appelle, c'est qu'on va la laisser haute une grande partie de l'année et faucher seulement en automne. C'est ce qui a permis de donc diminuer les coûts, comme ce que souhaitait l'entreprise, mais aussi en diminuant l'entretien et en même temps en faveur de la biodiversité. Donc ça, c'est un travail qui va aussi être mis en place sur d'autres résidences de Loire Habitat en 2025. Et c'est des préconisations de gestion qui sont assez faciles à mettre en place et justement qui permettent aussi de diminuer les coûts et diminuer l'entretien. Donc, c'est un petit peu bénéfique pour tout le monde et bien sûr pour la biodiversité. Un deuxième exemple que je vais vous présenter, c'est également de la gestion différenciée. C'est sur des terrains de la Sorre. Monsieur Perret. Ah, ça y est. Je viens de vous accepter, donc ça doit être bon. C'est sur des terrains de la Sorre qui présentent des réservoirs et des bâtiments dédiés à l'eau potable. Donc, comme on peut voir sur la photo, c'est des petits terrains qui sont clôturés et généralement, il y a un petit bâtiment ou alors plusieurs réservoirs qui peuvent être enterrés ou pas.
sur des petits espaces. FNE a travaillé sur la gestion de 17 sites en tout répartis sur 8 communes différentes. Et le but ici de OLI, c'était de mettre en place en fait le volet environnemental et biodiversité. Donc, c'est ce que FNE a fait. Dans un premier temps, on va retrouver l'état initial, un peu comme le premier volet que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est toujours important. Là, c'est vraiment fait au cas par cas sur chaque site, puisque c'est des espaces qui sont peu utilisés, peu fréquentés, mais qui a quand même beaucoup d'entretien. Donc, par exemple, sur la photo, là, on peut voir que c'est des réservoirs enterrés qui ont été fauchés très, très ras. Et donc, ça fait un endroit un peu stérile avec la fauche qui reste sur place et qui sèche au soleil. Donc, dans un premier temps, d'abord, on a fait l'inventaire faune-flore. On a aussi caractérisé les habitats et on a aussi analysé les pratiques de gestion actuelles. Dans le but, d'abord, on recherche un petit peu les espèces qui sont invasives, les espèces qui peuvent être aussi protégées, les habitats d'intérêt, mais aussi connaître la fréquentation du site par les animaux ou alors le potentiel du site d'accueil pour ces animaux. Tout ça est croisé avec les pratiques de gestion en cours pour pouvoir voir il peut exister des points d'amélioration ou des points de changement en faveur de la biodiversité. Donc, on a pu mettre en place des préconisations de gestion, donc on fait des cartographies. Là, on peut voir, ça c'est un exemple d'un site à la Ricamarie, qui a donc, on peut voir à gauche, c'est la cartographie des habitats et de l'intérêt floristique. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'habitats différents, fourrés, friches, landes, pelouses et prairies, qui représentent un peu un intérêt pour les espèces qui peuvent exploiter ces milieux. Alors à droite, on ne voit pas très bien, mais c'est l'exploitation des milieux par la faune. Donc on peut voir que c'est une belle diversité qui offre plein de zones d'alimentation et de reproduction. Mais donc ça peut être un site à enjeu pour la faune, mais on peut voir aussi qu'il y a des espèces de flore invasives donc qui sont à traiter. Ce qui nous amène à une carte de préconisation de gestion, donc un petit peu comme la carte que je vous ai présentée en premier. Donc on a proposé des coupes des espèces invasives, de la surveillance pour qu'il n'y ait pas d'expansion, de la taille verticale au niveau des arbustes, et on peut voir aussi qu'il y a aussi des parties aucune préconisation de gestion, ou alors fauche tardive. Donc en fait, on va essayer de diminuer la pression de gestion sur ces milieux-là pour faire en faveur de la biodiversité. Donc c'est pareil, on va proposer au cas, par site, en fonction des résultats de l'étude initiale, des préconisations de gestion. On a toujours l'importance de bien communiquer pour expliquer aux riverains les nouvelles mesures de gestion et sensibilité à la fois à la gestion différenciée, à la fois à la biodiversité. Mais aussi l'importance de former et sensibiliser les agents d'entretien pour travailler ensemble. Comme avant, il faut que ce soit possible à mettre en place. On ne va pas proposer des choses qui sont impossibles niveau outils, niveau coût, niveau temps. Donc, on parle bien avec les services d'entretien des espaces verts. Et donc, ici, on a fait de la formation et de la sensibilisation avec les responsables des espaces verts, sur le terrain et en salle. On a pu mettre en place, on va mettre en place des panneaux sur la biodiversité sur plusieurs sites, et les suivis vont être renouvelés en 2025. Pour avoir un exemple un petit peu plus concret, là, c'est des photos qui ont été prises après que les préconisations de gestion ont été mises en place. Donc, beaucoup de gestion différenciée. En général, il y a eu beaucoup de propositions communes entre les différents sites parce que c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place, surtout sur des sites clos comme ça.
Donc, on a la tonte qui est uniquement faite le long des chemins d'accès et autour des infrastructures, comme on peut voir sur les photos. Et au-delà, de la fauche tardive et de la fauche différenciée autour, comme ça, on laisse les plantes fleurir. Et il y avait aussi des espèces d'orchidées qui ont pu s'épanouir cette année, alors que les années précédentes, elles étaient coupées avant la floraison. Voilà pour le deuxième exemple. Et le troisième exemple que moi je vais vous présenter, c'est la végétalisation de terrains artificialisés en prenant l'exemple du terril Saint-Pierre, qui se trouve à la Ricamarie, qui est exploité par la carrière du bassin rhône-alpin. Donc c'est une carrière qui fait de l'extraction de granulats et qui possède aussi une installation de stockage de déchets inertes. Et donc, après la fin de l'extraction et de l'exploitation, il faut revégétaliser ce type de milieu. Et donc, la carrière a entrepris de commencer, avant l'arrêt de la carrière, de commencer petit à petit de la revégétalisation du site, en commençant par certaines zones et petit à petit d'aller jusqu'aux zones, jusqu'à la totalité du site. Donc, on retrouve toujours nos études préalables pour pouvoir avoir un état des lieux du site. Donc, on va procéder en faisant des expertises écologiques. Ici, on a une forte pression concernant les espèces exotiques envahissantes, mais il y a aussi des espèces patrimoniales, donc des espèces protégées, comme sur la photo, on peut voir, c'est la petite fleur jaune, c'est une espèce qui est protégée, c'est le cicindre élevé. Et donc, il y a un plan de gestion qui a pu être mis en place en 2014. Donc, on suit le site, on suit l'évolution de ces différentes espèces depuis 2014. Et ce qui a permis de mettre en place et de proposer petit à petit des plans de végétalisation de chaque partie du site. Donc, depuis 2016, FNE va accompagner l'entreprise dans sa stratégie de lutte contre les espèces invasives, mais aussi mettre en place des chantiers de plantation, donc en lien avec le lycée agricole de Montravel. C'est les étudiants qui vont faire les plantations. Ce qui est très important, c'est que donc nous, on va faire, grâce à notre étude initiale, on va pouvoir préconiser des zones qui sont plus propices à l'installation des plants. Souvent, c'est en îlots ou alors plutôt des linéaires type haies qui sont mis en place. On va pouvoir proposer des espèces, des essences qui sont locales et notamment, plus précisément, labellisées végétales locales. Donc, on peut voir qu'il y a plus de 100 plants presque chaque année qui sont plantés sur différents îlots. Et donc, à chaque fois, il y a un travail de préparation du sol. D'abord, ça, c'est le carrier qui va s'occuper de ce travail-là. Il y a un décompactage, ajout d'un mélange de terre et de compost, et ensuite l'affinage de la terre et des gros cailloux qui sont enlevés, parce qu'on est dans une carrière, donc il y a plein de matériaux différents dans la terre. Ensuite, c'est les étudiants du lycée qui vont s'occuper de la préparation des plants et de la plantation. Donc, c'est ce qui fait que c'est un volet pédagogique qui est quand même important du projet. Et ensuite, l'arrosage et le paillage, et ensuite le suivi de la reprise des plants d'année en année. Donc, pour vous donner une idée, ça, c'est ce qui a pu être fait fin 2024, début 2025. En tout, il y a 125 plants qui ont été plantés sur 3 îlots, plus un alignement planté en alignement de haies, avec quand même 27 plants de remplacement pour des pieds qui n'avaient pas repris des plantations de 2022. Donc, à chaque fois, chaque année, les plantations, c'est ça. On avance d'îlot en îlot et d'alignement en alignement pour revégétaliser des zones pour qu'ensuite le site soit végétalisé presque quasiment dans son entièreté. Et pour vous donner une idée aussi, vu que les actions se poursuivent tous les ans et l'année prochaine, en 2025, donc on va continuer bien sûr de suivre les espèces invasives et de suivre les espèces patrimoniales. Mais il y a des nouveaux chantiers de plantation qui sont déjà prévus.
Sur la carte, on peut voir qu'il y a un peu de l'expérimentation sur de l'hydroseeding pour ensemencer les talus. Donc l'hydroseeding, c'est un mélange, c'est pour semer des graines, mais un petit peu comme dans une lance à incendie. C'est que ça va être un petit mélange de graines avec de l'eau, avec de la terre. C'est pour pouvoir ensemencer des endroits qui sont difficilement accessibles. Donc là, c'est sur le talus du terril. Et on a aussi une plantation de haies qui serait potentiellement le long du terril. Voilà pour mes présentations. Je vais laisser la parole à mon collègue Kevin. Alors, excusez-moi, on va peut-être faire un tout petit break si jamais il y a quelques questions à chaud suite à cette présentation. Merci Lucille. Est-ce que certains veulent poser une question, une précision avant qu'on bascule sur l'autre thématique? Vous pouvez prendre la parole directement ou lever la main ou discuter dans le chat comme vous préférez en fait. J'ai posé quelques questions au fur et à mesure. Je voulais savoir si vous avez parlé donc du coup de la mise en place d'habitats, enfin de vous laisser des zones tranquilles, mais je voulais savoir si vous faisiez aussi de la mise en place d'habitats non naturels, comme par exemple des abris chauves-souris ou la mise en place de points d'eau spécifiques pour augmenter la biodiversité ou remettre de la continuité dans les zones vertes, zones bleues et tout ça. Vous et pouvez de la lumière. Préciser dans quelle structure vous êtes? Je travaille chez Michelin. Comment? Je travaille chez Michelin. D'accord, très bien. Oui, il y a ce genre de préconisations on peut les préconiser dans certains cas. Après, c'est vrai que sur les exemples que j'ai donnés, c'était beaucoup plus de la gestion différenciée en fait et de la végétalisation, mais on propose sur certains projets de mettre en place justement des mares ou de créer des mares ou alors de recurer les mares pour les remettre en état, des plantations de haies des fois, et effectivement des hibernaculums, donc des gîtes pour la faune. Oui, c'est ça, on le fait aussi. C'est juste que c'était pas forcément ce qui était attendu sur ces projets-là, mais effectivement, c'est possible. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question aussi sur l'intégration de l'hydrologie et notamment l'hydrologie régénérative dans votre approche. Ça, vous le prenez en compte? Enfin, vous faites quelque chose dans ce sens ou comment vous prenez en compte la partie hydrologie? Alors nous, on va plutôt être sur les habitats terrestres, c'est vrai. Après, je sais pas, enfin, je comprends pas trop. Oui. Alors, ouais. C'est la gestion de l'écoulement de l'eau vers les bassins versants, en fait. Est-ce que vous avez une organisation qui permet de dire je vais organiser les talus ou les choses comme ça pour faire en sorte que l'eau soit ralentie et soit maintenue dans les différentes structures de terre, de pierre que vous pouvez faire et qui permet donc aux habitants d'avoir accès à des petites flaques d'eau ou des. C'est ça en fait. Alors, si je peux compléter, je sais qu'il y a l'entreprise Badois avec l'association La Bulle Verte qui va lancer un projet un peu pilote cette année sur l'hydrologie régénérative, justement. Donc, on s'est engagé à suivre et pourquoi pas à faire un retour d'expérience sur ce sujet. Donc, pour l'instant, on est moins mûr sur ces questions-là. Mais effectivement, oui, c'est l'idée de suivre les courbes de niveau et de faciliter en fait le retour à la terre de l'eau qui s'écoule par des aménagements, des pressions, mares. Haies pour que le bassin versant soit davantage alimenté, qu'il y ait moins de ruissellement, etc., comme vous venez de l'expliquer. Oui, c'est ça, c'est ralentir le cycle de l'eau pour faire en sorte que ce soit que ça reste plus longtemps stocké dans les terres
et permettre une amélioration justement des écosystèmes. Ok, très bien. Donc, on Merci reviendra vers vous dès qu'on aura un retour d'expérience sur ces Avec questions-là qui plaisir. sont très intéressantes, effectivement. Bon, bah, si on a fait le tour, je ne sais pas, les collègues de l'équipe biodiversité, vous avez vu d'autres questions dans le chat? Je n'ai pas trop eu le temps de regarder. Non, c'est tout bon? Bon, bah, on va laisser la parole à Kevin. Parfait, merci. Donc moi, on va changer de thématique. Plutôt que de parler de la flore et des habitats naturels, on va passer sur la faune sauvage. Et du coup, je vais vous présenter un projet qui a été piloté donc, par France Nature Environnement Loire, en partenariat donc, avec Saint-Étienne Métropole, évidemment, et puis la commune d'Andrézieux-Boutéon. Comme l'a dit Cécilia en début de présentation, donc moi je suis chargé de mission plutôt biodiversité en général, enfin sur la faune. Par contre, voilà, j'ai un volet une partie de mon travail qui est dédiée à la médiation faune sauvage et qui consiste à essayer de trouver des solutions en cas de conflit de cohabitation entre l'être humain et la nature. Donc cet exemple-là que je vais vous présenter est un exemple vraiment représentatif du type d'action qu'on peut mener dans le cadre de ce projet-là. Donc, premièrement, le contexte donc à Andrézieux-Boutéon, qui est comment tout ça a été initié. En fait, tout a commencé en 2017, donc il y a déjà un petit moment, avec l'arrivée du castor sur le parc des étangs de Bord-de-Loire à Andrézieux-Boutéon, donc sur l'ouest de la commune. Les services communaux nous ont contactés, notamment les élus municipaux, parce que le castor, du coup, faisait tomber quelques arbres sur le premier étang, qui est l'étang le plus utilisé, notamment par les usagers du site, donc qui sont le grand public pour des besoins récréatifs, pique-nique, sport, etc. Mais également les pêcheurs, qui sont des gros utilisateurs de cet étang, qui s'appelle l'étang Saugrama, et qui est l'étang de pêche principal du site. Donc, il y a eu vraiment une crainte au niveau de la commune que le castor ne s'attaque à trop d'arbres et qu'il finisse par abattre la totalité des arbres du site. Donc, nous, on s'est déplacés sur place à l'époque, en 2017, donc, pour apporter des premières préconisations orales, rassurer. Dans un premier temps, c'est toujours ce qui est important en médiation faune sauvage, c'est de rassurer parce que souvent, on a des idées un petit peu préconçues et des craintes infondées, notamment du fait des nombreuses informations qui nous sont transmises et qui sont souvent erronées au niveau de la faune sauvage. Donc déjà, avec la commune, on a pu vraiment remettre tout à plat et puis rassurer la commune au niveau de l'écologie de l'espèce et notamment dire que le castor en question ne pouvait pas raser l'intégralité du boisement. On va le voir tout à l'heure, mais c'est une espèce qui est entièrement inféodé au milieu aquatique et qui ne va pas se rabattre sur une grosse surface arboricole. Les premières préconisations, on va les voir aussi plus tard pour la seconde partie du projet, mais ça a été tout simplement de leur proposer d'installer des clôtures, enfin du grillage autour des arbres les plus emblématiques pour éviter que les castors ne viennent les ronger. Donc à 1 mètre du sol, sur 1 mètre de hauteur à partir du sol, parce que le castor peut se dresser sur ses pattes arrière et puis aller ronger assez haut. Donc voilà, 1 mètre, 1 mètre 20, c'est ce qu'on a pu leur préconiser. Donc ça a fonctionné. Par contre, en 2021, donc 4 ans plus tard, évidemment, comme la ville avait protégé la plupart des arbres vraiment emblématiques qu'il y avait sur l'étang Saugrama, le castor s'est déplacé, est allé sur une autre partie du parc des étangs de Bord-de-Loire. Et là, du coup, ça a été un peu plus costaud, on va dire, parce que là, il y avait vraiment beaucoup plus d'arbres et un enjeu pêche également assez fort. C'est le deuxième étang de pêche qu'il y a sur le site. Donc là, voilà, il est venu l'idée de créer vraiment un partenariat entre FNE Loire et la ville d'Andrézieux au travers d'un projet qui est piloté par Saint-Étienne Métropole, qui s'appelait Pour des territoires engagés. Et du coup, on a approché, la ville s'est rapprochée de nous et on a créé ce partenariat-là sur 3 ans, donc 2022, 2023 et 2024. Et c'est ce que je vais vous présenter là sur la partie numéro 2. Alors, toujours partie numéro 1, pardon. Au niveau du contexte, donc la problématique, je vous l'ai dit, c'était vraiment des arbres régulièrement écorcés, abattus à proximité immédiate de l'eau.
Il y avait aussi du coup une crainte quand même de la part des services techniques et des élus municipaux au niveau vraiment de la possibilité d'arbres qui tombent sur le public. Donc là, on a rassuré aussi de ce point de vue-là. Et la dégradation d'arbres emblématiques, on a vraiment des arbres qui sont là depuis très très longtemps sur le site, et c'est sûr qu'il va aller mieux essayer de les conserver. Les objectifs généraux, c'était vraiment d'assurer la meilleure cohabitation donc, entre l'espèce, les usagers du site et les services communaux, et puis bien sûr proposer des mesures de gestion et de sensibilisation, parce que la médiation passe toujours par de la sensibilisation de la communication, qui est vraiment le levier premier pour pouvoir trouver des solutions auprès du grand public et des autres intervenants. Les grandes phases du projet, donc on va les voir. Il y a eu d'abord un besoin d'analyser le contexte sociologique et technique, donc savoir comment étaient gérés les milieux sur le parc des étangs de bord-de-Loire, par notamment les services techniques. Ça, c'est pour le volet technique. Et puis après, c'était savoir le contexte sociologique, c'est quelles sont vraiment les doléances, le nombre de doléances qui ont pu être recueillies, qui étaient les personnes qui se plaignaient, s'il y en avait. Et voilà, donc ça, c'est la première phase du projet, c'est toujours remettre à plat toutes les plaintes qui ont pu être remontées, savoir le nombre précisément, et puis comprendre le contexte vraiment historique du site et de l'apparition notamment de l'espèce. Ensuite, une deuxième phase, ça a été l'expertise écologique. Donc là, au même titre que ce que nous a présenté Lucille tout à l'heure, ça va être ciblé sur le castor cette fois-ci. Donc on a fait des suivis scientifiques sur une année complète, un cycle biologique complet, pour savoir, essayer de déterminer le nombre de castors qui étaient présents sur le site et puis comment ils interagissaient sur le site avec les différents arbres qui sont sur le site. Ensuite, troisième point, une fois qu'on a fait tout ça, c'est mettre en place un plan d'action en concertation bien sûr avec les agents municipaux qui sont les principaux utilisateurs du site et les principaux concernés. Et puis une grosse phase du coup de pédagogie et de communication qu'on va voir également. Donc juste pour rapidement présenter le castor d'Europe, bon, c'est une espèce qu'on connaît quand même assez bien, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a toujours des petites idées reçues autour de cette espèce-là, donc c'est important de passer par le rappel de l'écologie de l'espèce pour mieux comprendre comment elle vit et puis être rassuré au niveau des impacts qu'elle pourrait avoir sur les activités humaines. Donc, premièrement, et c'est aussi quand même dans le cadre de la médiation faune sauvage, c'est aussi un des enjeux forts, c'est qu'il peut y avoir des espèces qui rentrent en conflit avec les activités humaines et qui sont du coup protégées ou menacées. Donc là, c'est le cas par exemple du castor qui est protégé au niveau européen et au niveau du coup national. Par contre, c'est une espèce qui n'est plus menacée, mais qui a été très fortement au cours du dernier siècle, qui a failli disparaître du territoire. Et puis, petit à petit, dans le cadre notamment d'actions de réintroduction et puis de protection de l'espèce, maintenant, elle se porte très bien. Elle a recolonisé une grande partie des bassins versants français. Et c'est une excellente nouvelle, mais ça reste une espèce fragile, donc il ne faut pas évidemment mettre en place n'importe quoi au niveau des actions de cohabitation. Il faut évidemment ne pas lui nuire en premier lieu. Donc, ce que je disais, oui, je reviens juste, ne pas lui nuire. Par exemple, si on pensait à une opération lambda sur la faune non protégée, directement, les services techniques ou les communes souvent pensent à l'effarouchement ou essayer de faire fuir l'animal pour éviter les conflits de cohabitation. Et nous, justement, on est là pour éviter ce dernier recours-là, notamment encore plus quand c'est une espèce protégée parce que évidemment c'est illégal, mais même sur les espèces plus communes, voilà, c'est vraiment du dernier recours et on essaie de trouver vraiment des solutions de cohabitation pour favoriser cette cohabitation entre l'espèce et puis les usagers du site. Le castor, donc, c'est le plus gros rongeur d'Europe. Il fait quand même entre 80 et 120 cm de longueur, donc bien plus gros qu'un ragondin, par exemple. Entre 16 et 30 kg. Évidemment, on le connaît pour sa queue plate et large d'environ 30 cm, couverte de ce qu'on appelle des pseudo-écailles, qui sont vraiment comme des écailles. Et puis, pour ses dents, ces 4 incisives à croissance continue, qui sont recouvertes donc d'un émail solide et qui lui permettent d'abattre vraiment des arbres de très très gros diamètre parfois, et c'est ça qui vraiment peut faire peur et impressionner les usagers du site. Alors le régime alimentaire, c'est important parce que c'est là qu'on va avoir souvent les premières idées reçues qui apparaissent. On est déjà sur une espèce qui est exclusivement végétarienne, donc qui se nourrit en
temps normal de végétation aquatique, de feuilles, pardon, de jeunes pousses, d'écorces, de tubercules et de fruits. Et ça, c'est uniquement pendant la saison estivale. Donc, quand je dis estivale, ça va être, c'est la saison chaude essentiellement. Donc, ça va être surtout du mois de mai au mois de septembre-octobre. Et par contre, du coup, quand toutes ces ressources alimentaires-là se raréfient, le castor se rabat sur l'écorce d'arbres. Donc, déjà, il y a une première idée reçue où on pense que le castor va abattre des arbres toute l'année. C'est totalement faux. Il se rabat sur les arbres essentiellement donc, du mois d'octobre, en gros, c'est là qu'il va commencer, jusqu'au mois de mars-avril. Donc déjà, voilà, c'est qu'une moitié de l'année que le conflit de cohabitation peut survenir. Au niveau du comportement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une deuxième idée reçue. L'espèce est vraiment dépendante de l'interface terre-eau. Donc, elle se déplace très rarement à plus d'une vingtaine de mètres de l'eau. Donc, quand on a peur que le castor abatte une forêt entière, ça ne peut jamais arriver parce que c'est une espèce quand même qui craint l'homme, qui craint, historiquement, elle avait d'autres prédateurs, maintenant il n'y en a plus trop, parce que les prédateurs naturels ne sont plus trop là. Mais voilà, c'est une espèce craintive et qui ne va jamais se déplacer à plus d'une vingtaine de mètres de l'eau. Donc ça, déjà, c'est un premier point qui rassure la commune quand on leur dit ça. Voilà. Et ça a vraiment eu lieu sur le site du parc d'Andrézieux-Boutéon. Je crois que l'arbre le plus éloigné qui a pu être attaqué était à 15 mètres. Et après, du coup, toute la forêt du parc a été totalement préservée. Deuxième point important, c'est que c'est une espèce essentiellement nocturne. Donc, il va être en activité et se déplacer que de nuit. Donc ça, c'est un autre point important dans le sens où on a pu rassurer les services de la collectivité pour dire que les risques de chute d'arbres sont minimes en journée. Après, il n'empêche qu'il y a un besoin quand même de veille parce qu'il peut y avoir des arbres fragilisés qui sont sur le point de tomber. Et puis, avec une rafale de vent, s'il y a un petit peu de vent dans la journée, ça peut quand même tomber, même si le castor est intervenu de nuit. Donc ça, voilà, c'était quand même un deuxième point important. Et le troisième point, l'idée reçue qu'on a souvent sur l'espèce, c'est que ça va pulluler comme les autres rongeurs. Pas du tout. Là, on est sur une espèce qui a vraiment un comportement territorial, qui vit en groupes familiaux, donc de 4 à 6 individus, 7 au maximum, et qui va avoir un territoire vraiment limité. Donc là, par exemple, sur le parc des étangs de Bord-de-Loire, on a pu prouver avec le suivi scientifique qu'il n'y avait qu'une seule famille qui se développait sur le site, qui est quand même assez grand, et qu'il n'y en aurait probablement pas 2 qui pourraient venir. Les habitats, donc, comme vous le savez, c'est surtout les cours d'eau et rivières, avec de préférence dans un contexte arboré. Et là, la petite particularité du site, c'est que pour une fois, il s'était rabattu sur des étangs qui longent la Loire, certes, mais c'est quand même plus rare qu'ils vivent sur les étangs. Après, il trouvait du coup tout ce qu'il lui fallait sur place, donc il s'est rabattu sur ces étangs-là. Et puis là, pour le coup, il n'a pas besoin de construire de barrage. Parce que les niveaux d'eau sont assez stables. Par contre, il construit quand même des terriers, des huttes ou des terriers-huttes. Là, sur le site d'Andrézieux, c'était des terriers-huttes. Donc, comme son nom l'indique, c'est un mélange entre le terrier, donc un trou dans la terre au niveau de l'eau, et puis une hutte en bois, donc qui va ramener plein de branches, un amas de branches pour se protéger des prédateurs. Voilà donc au niveau de l'écologie de l'espèce. Il est important aussi, donc, comme je l'ai dit précédemment, de rassurer donc, au niveau de l'écologie, mais aussi de convaincre des services qui sont rendus par l'espèce. Et là, on est vraiment sur une espèce donc, parapluie et ingénieur. Donc, espèce parapluie, c'est-à-dire qu'en préservant cette espèce-là, on va pouvoir préserver un grand nombre d'espèces qui se situent dans la zone de vie en fait, du castor. Et puis, espèce ingénieur, c'est comme pour l'être humain, c'est-à-dire qu'elle va modifier son milieu d'une manière presque de l'ingénierie, notamment en entretenant donc, la végétation rivulaire, ça c'est important, éviter que le milieu ne se referme trop vite. Stabiliser et entretenir les berges, ça c'est une grosse action que le castor fait, notamment en coupant des arbres ou en récépant des arbres de manière naturelle, ce qui fait qu'en fait, du coup, le système racinaire des arbres va se renforcer et va permettre de stabiliser davantage les berges et donc, de ce fait, de diminuer le facteur d'érosion. Donc ça, sur les cours d'eau, c'est vraiment un avantage énorme qu'on peut avoir depuis toujours. Le castor est vraiment un ingénieur qui permet de solidifier les berges et de diminuer le phénomène d'érosion.
Évidemment aussi, il va permettre de créer des habitats et des zones refuges pour la vie aquatique, donc notamment en abattant des arbres, ça va permettre, aquatique et semi-aquatique, voire même terrestre ou aérienne. En abattant des arbres, ça va permettre de créer du bois mort. Une fois qu'il aura enlevé toute l'écorce, le bois mort va permettre à d'autres espèces, notamment d'insectes, de se nourrir ou d'habiter dans le bois mort. Les terriers huttes sont aussi utilisés par d'autres espèces, donc ça c'est intéressant. Et puis les frayères, les zones aquatiques, donc là c'est plus dans le cas de barrages, où en fait, en créant des barrages, le castor va permettre de créer des zones de frayères pour les poissons, de créer des zones aussi pour refuge pour nombre d'espèces, notamment les amphibiens ou les libellules. Donc c'est vraiment un élément clé de nos écosystèmes et ça l'a toujours été. C'est vraiment une particularité du castor, c'est qu'il modifie tellement le milieu que sans lui, ça devient difficile d'avoir des milieux naturels en bonne santé. Donc la situation à Andrézieux-Bouthéon, j'en ai parlé, donc c'est le bilan d'expertise écologique a permis de statuer sur le fait qu'un seul étang sur 6, il y a quand même 6 étangs sur le site, accueille une famille de castors, donc c'est l'étang le plus au nord, qui s'appelle le Nouvel Étang. 3 autres étangs apparaissent vraiment très peu attractifs pour l'espèce, donc c'est quasiment sûr que l'espèce ne les colonisera jamais. Et puis, voilà, ce qui a permis de rassurer aussi la commune, c'est de dire que le nombre total de castors sédentaires ne dépassera jamais une seule famille, soit 5 à 7 castors par an. Donc on va, voilà. On m'avait contacté au début en me parlant qu'il y avait une armée de castors sur le parc. Voilà, c'était un petit peu exagéré dans le sens où, oui, c'est vrai que ça fait peur dans un premier temps quand on voit des arbres tomber au sol, mais il faut se dire voilà, qu'il n'y a pas plus que 5 à 7 castors par an sur le site. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, à savoir les mesures qu'on a pu du coup préconiser à la commune d'Andrézieux-Bouthéon, les mesures de cohabitation. Donc, les premières, ça a été vraiment de mieux gérer l'arbre sur le site. Donc, notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, en veillant régulièrement aux chutes d'arbres. Donc, toutes les mesures que je vais aborder là sont des mesures qui ont été mises en œuvre, construites de manière concertée avec les agents techniques et qui maintenant sont dorénavant mises en œuvre par les agents techniques eux-mêmes. Et puis, on l'espère pour le plus longtemps possible. Voilà, c'est quand même un projet qui a eu lieu sur 3 ans, donc on a pu les accompagner au mieux. Et puis maintenant, on espère que ça va se poursuivre. Donc, la mise en place de la veille régulière des chutes d'arbres, donc comme on peut le voir par exemple sur la photographie à droite, un arbre comme ça, avec un gros coup de vent, il peut tomber. Donc ça, c'est important de gérer ce type d'arbre-là et les services techniques, du coup, veillent à anticiper les risques de chute d'arbres et quand ils voient un arbre comme ça, tout simplement, ils l'abattent et ils le laissent sur place pour que le castor puisse continuer à faire ses petites affaires sur l'écorce. Protéger par contre les arbres emblématiques, donc ça c'est déjà des préconisations qu'on avait apportées en 2017 et on a continué l'action notamment en 2021 en revoyant un petit peu le type de protection, parce que c'est vrai que les services techniques, comme on ne les avait pas accompagnés en 2017, ils ont mis du grillage très serré, à maille très serrée, type grillage à poules, et en fait de manière trop serrée autour de l'arbre, et du coup ça commençait à faire saigner les arbres qui n'arrivaient pas à se développer et à les étouffer. Donc on a privilégié un autre type de grillage qui fonctionne bien, du grillage vert, là, le grillage de jardinerie, qui est beaucoup plus souple, et puis voilà, en disant au service technique de l'installer de manière plus large autour de l'arbre. Maintien des rejets arbres morts au sol, ça c'était important parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'évidemment, pour des besoins d'entretien, les arbres morts étaient tout de suite enlevés par les agents techniques. Et évidemment, si le castor a abattu un arbre mais qu'il n'a pas eu le temps de consommer l'écorce, il va en abattre un deuxième tout de suite. Donc là, c'était très important de dire aux services techniques de maintenir les arbres morts au sol pour permettre au castor d'utiliser la ressource avant de se rabattre sur d'autres arbres. Gestion des arbres en suspens, alors là c'est encore un petit peu plus précis, c'est que des fois il arrive que notamment les jeunes castors ne soient pas très expérimentés et fassent tomber des arbres qui restent accrochés dans la végétation alentour. Donc là c'était surtout accompagner les services techniques pour leur proposer d'amener l'arbre au sol, toujours dans la même idée que du coup éviter que le castor ne se rabatte trop vite sur d'autres arbres. Et puis, mettre en défense les chantiers de castors, toujours dans cette même logique, c'est quand il y a des chantiers de castors. Donc, les chantiers, c'est tout simplement les endroits où le castor est le plus actif.
c'est mettre en défense cette zone-là, donc la protéger du public pour que le castor se sente plus en sécurité et qu'il ne fuit pas la zone pour aller se rabattre sur une autre zone. Voilà, c'est toujours cette même logique d'éviter que le castor ne se rabatte trop vite sur d'autres arbres et qu'il finisse par, finalement, là, ça c'est possible, abattre tous les arbres du pourtour de l'étang parce que on lui enlève trop vite sa ressource alimentaire. La gestion différenciée, donc ça c'était extrêmement important. Bon, on en a parlé beaucoup avec Lucille tout à l'heure. Ça va être le même type de mesure, vraiment, parce que comme on a pu le voir, du coup, le castor se nourrit essentiellement de végétation herbacée en saison estivale et printanière. Et du coup, évidemment, quand on a, comme vous pouvez voir sur la photo de droite, une zone qui est extrêmement tendue, le castor n'a pas de ressources alimentaires. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rabattre directement sur l'écorce des arbres, même en saison estivale. Ça peut arriver, une fois qu'il est installé. Donc là, il a fallu vraiment revoir un petit peu la stratégie de gestion différenciée, de gestion des espaces verts du site, en lien avec les services techniques toujours, et du coup, favoriser le développement de la strate arborée, donc en entretenant moins les massifs arborés, mettant en place des zones de fauche tardive, donc comme c'est le cas ici, on voit sur la photographie. Alors c'est vraiment c'est juste un petit visuel, un petit brouillon, mais on a vu ça de manière plus précise avec les agents techniques, de manière à laisser des zones vraiment de ressources alimentaires pour le castor en saison estivale. Et puis, évidemment, comme toujours, en plus, la gestion différenciée permet de faire des gains en termes d'économie de temps et d'argent. Notamment, là, sur la photo, on voit que le massif de robinet est quand même assez restreint et que, du coup, les agents techniques nous avaient dit qu'ils avaient un petit peu de mal à passer entre les arbres pour assurer la tonte. Donc, ça leur facilitait en plus le travail. Gestion différenciée des secteurs en fonction de leur fréquentation, ça c'était très important. Par exemple, pour les postes de pêche, du coup, on peut faire de la gestion différenciée en permettant un petit accès jusqu'au poste de pêche, et puis laisser tout autour la végétation reprendre ses droits pour avoir toujours une ressource alimentaire pour le castor. Sur les zones beaucoup plus fréquentées par le public, on a toujours les craintes des tiques, des serpents, de plein de choses. Et puis, aussi, c'est toujours plus confortable, entre guillemets, quand l'herbe est rase pour pouvoir installer la couverture de pique-nique. Donc, sur ces zones-là, évidemment, on fait des compromis et puis on permet aux agents techniques de continuer d'entretenir le milieu de manière intensive pour des besoins récréatifs. Et enfin, la gestion des espèces exotiques envahissantes, ça c'est important aussi parce qu'on a des espèces sur le site qui sont émergentes, mais qui à terme peuvent tellement prendre de place qu'elles peuvent du coup remplacer les espèces indigènes et puis la ressource alimentaire tout simplement du castor et rendre le milieu beaucoup moins attractif pour le castor qui, dans ce cas-là, comme toujours, va se rabattre sur les arbres. Donc, toujours la même stratégie, éviter permettre de maintenir une ressource alimentaire suffisante pour le castor pour ne pas qu'il abatte trop vite les arbres. Voilà pour les mesures de gestion. Et ensuite, donc, comme j'ai dit au tout début de la présentation, la sensibilisation et la communication sont des éléments extrêmement importants en médiation. Et c'est vrai que, voilà, Lucille en a parlé aussi tout à l'heure. J'y viendrai tout à l'heure, pardon, je me suis trompé de slide. Tout d'abord, on a fait la sensibilisation auprès des scolaires. Donc, on s'est rapproché de plusieurs classes, de plusieurs écoles d'Andrézieux-Boutéon. Et il y a 6 animations scolaires qui ont été faites du coup autour du castor sur le site même, ce qui a permis de sensibiliser 130 élèves de la commune et d'organiser notamment aussi avec eux des chantiers participatifs de plantation de saules, donc qui est l'essence la plus appréciée par le castor, de manière toujours à recréer des milieux, des ressources alimentaires favorables au castor. Et on a eu 2 petites séances aussi de dessin de sensibilisation par les élèves de la commune qu'on a pu accrocher sur les arbres qui venaient d'être plantés. Donc là, on voit un petit visuel, par exemple. Donc oui, il ne faut pas faire attention aux fautes d'orthographe, c'est normal, ils sont jeunes. Mais c'est adorable et c'est vraiment en plus toujours un bon vecteur de communication. Quand ça a été fait par des élèves de la commune, ça impacte plus et c'est beaucoup mieux perçu par les utilisateurs du site. Et voilà, donc j'en viens à ce que je disais tout à l'heure, et Lucille tout à l'heure nous a abordé le sujet, la gestion différenciée, et notamment là, en plus, en laissant des arbres morts au sol, pose toujours des questionnements vis-à-vis du public, et du coup, ce public-là, souvent, va se plaindre auprès des agents techniques qui nous font remonter après les doléances, donc c'est un peu une réaction en chaîne.
Donc, c'est très important de communiquer via notamment des panneaux pédagogiques ou via les médias pour faire connaître la situation sur le parc des étangs de bord de Loire. Donc, savoir que le castor est présent et que du coup, tout ce qui est mis en œuvre par les agents techniques, ce n'est pas de la négligence comme on peut souvent l'entendre d'entretien, c'est tout simplement des choix et des choix éclairés et qui sont en faveur exclusivement du castor. Donc, il y a eu de la communication médiatique qui a été faite, donc, sur notamment la radio France Bleu, la presse, Le Progrès, SEMMAG et l'Envol, et les journaux municipaux, enfin des collectivités. On a 4 types de panneaux pédagogiques mobiles qui ont été mis en place sur le site, donc comme vous pouvez voir sur l'image de droite. Donc 4 panneaux de ce type qui donc sont mobiles dans le sens où ils se déplacent au gré des allées et venues du castor et des chantiers qui peuvent être en cours, des plantations qui peuvent être faites, de la gestion différenciée qui peuvent être faite. Donc voilà, c'est des panneaux mobiles que les agents techniques vont déplacer au fur et à mesure de l'activité du castor. Et puis on a communiqué aussi dans le cadre d'un stand dédié au castor durant le salon Couleur Nature, qui est un salon qui se situe au mois de mai sur la commune d'Andrézieux-Bouthéon au niveau du parc du Château. Donc voilà, pour terminer, c'est juste une petite ouverture sur... là, c'était, voilà, on ferme la parenthèse sur le castor, juste une petite ouverture sur la médiation faune sauvage dans les grandes lignes. Donc je mets avec Saint-Étienne Métropole et FNE-Loire, parce que Saint-Étienne Métropole est vraiment le partenaire principal de ces actions-là et nous finance depuis longtemps maintenant, depuis l'apparition du projet en 2017-2018. Et du coup, on a pu mettre en place pas mal de projets, notamment donc un site internet qui a été créé dès 2018, donc sos-natureenvironnement.fr, sur lequel on peut retrouver donc une plateforme de renseignement en ligne. Donc tout simplement, alors à la base, c'était prévu pour être un chat où on pouvait répondre en temps réel, mais évidemment, il y a tellement c'est pas peu, mais pas souvent des sollicitations que le chat n'était pas forcément la manière la plus adaptée. Donc c'est par formulaire. Et comme ça, moi, je peux répondre à distance. Donc, c'est pour les personnes qui ont des questions sur le territoire du département et surtout de l'agglomération, qui ont des questions sur des espèces qui ont un conflit de cohabitation avec une espèce animale et qui aimeraient trouver les meilleures solutions pour mieux cohabiter avec l'espèce sans forcément lui nuire. On a des fiches espèces toutes prêtes qui ont été faites également. Donc, on envoie un visuel là sur la droite avec le renard roux. Donc, avec une première page, un recto qui va présenter le statut juridique, les impacts potentiels sur les activités humaines, les services rendus, etc. Les idées reçues aussi souvent. La description physique de l'animal, son comportement et son habitat, toujours, et son régime alimentaire, toujours pareil pour mieux connaître l'animal, pour pouvoir mieux cohabiter. Et sur le verso, donc là on ne le voit pas là sur ce visuel, mais on a la phase du coup de réconciliation où on va proposer des mesures de cohabitation pour mieux accepter l'espèce dans son environnement et puis arriver à vivre avec elle. On a des podcasts aussi parce qu'il y a eu beaucoup de pastilles radio qui ont été enregistrées avec des partenaires locaux, notamment Loire FM et à Saint-Étienne et Radio Mondaine à Firminy. Donc, il y a des podcasts sur plein d'espèces qui ont été enregistrés, qui sont disponibles sur le site. Donc, ça, c'est vraiment voilà, la petite boîte à outils que les personnes peuvent, que ce soit grand public, que ce soit entreprise, que ce soit partenaire public, qui peut être consulté. Et puis après, il y a quand même beaucoup d'actions, quelques actions quand même qu'on pilote à grande échelle. Donc, quelques exemples là qu'on a pu mettre en place chez FNE Loire. Donc, problématique de Chouca des Tours, donc une espèce de corvidé en centre-ville de Montbrison. Voilà, les corvidés étaient quand même bien présents sur le secteur, notamment de l'hypercentre de Montbrison, et puis occasionner des déjections sur les véhicules. Donc là, comme pour le castor, on a fait un travail sur 3 ans avec une expertise écologique au début pour savoir vraiment ce qu'il en était. Et il s'est avéré par exemple que ce n'était pas du tout les choucas qui posaient problème, mais les étourneaux. Donc voilà, pour vous montrer que l'expertise écologique est toujours très importante parce que sinon on se rabat sur les mauvaises solutions. Et puis, voilà, on a préconisé des solutions de cohabitation pour la ville de Montbrison.
Dernièrement, du coup, un autre exemple de fouine sur le parc d'activité à Saint-Jean-Bonnefond, où là, c'est dans des bâtiments, du coup, nombreux bâtiments où les fouines sont présentes dans les combles et notamment dans le bardage des bâtiments. Donc là, c'est une situation complexe parce que les fouines, c'est toujours un peu complexe. Elles peuvent vraiment s'introduire dans les bâtiments de plein de manières différentes et le moindre trou lui permet de s'introduire et après de faire quand même des dégâts dans l'isolation. Donc voilà, c'est un projet qui est toujours en cours, mais c'est surtout là de la sensibilisation qui a été faite et puis quelques actions de cohabitation aussi. Mais comme pour la plupart des actions de médiation faune sauvage, on se rend compte que la plus grosse problématique vient souvent de doléances qui sont émises par soit une seule personne, mais beaucoup, beaucoup de fois. C'était le cas notamment sur le centre-ville de Montbrison, où on s'est rendu compte en faisant une enquête sociale que finalement les choucas ne dérangeaient pas grand monde et que c'était surtout certains usagers qui se plaignaient et qui faisaient remonter des plaintes à la commune. Donc voilà, ça peut prendre l'effet boule de neige alors qu'à la base, il y a peu de plaignants. Et là, sur Saint-Jean-Bonnefond, c'était un petit peu la même chose. Finalement, il n'y avait que certaines structures utilisatrices du site qui se plaignaient, juste une structure d'ailleurs. Donc là, c'était de la sensibilisation surtout qu'il faut mettre en place. Voilà. Et après, il y a des interventions qu'on réalise aussi chez des particuliers ou des entreprises pour un tas d'espèces, enfin toutes les espèces possibles et imaginables. Notamment, les principales sont les fouines, blaireaux, renards, mais beaucoup aussi les oiseaux. Ça peut être aussi sur les amphibiens, les reptiles, etc., etc. Voilà, on n'a pas de limite. On travaille aussi de temps en temps en partenariat avec la LPO Loire, qui a aussi un volet médiation faune sauvage et qui est plus ciblée, elle, sur les reptiles et les oiseaux protégés. Nous, on va être sur tout le reste. Voilà, j'ai été très bavard, j'ai parlé très vite. N'hésitez pas à me faire remonter vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Merci Kevin pour cette très bonne présentation. Donc effectivement, comme vous le voyez, on travaille de concert entre l'ALPO, FNE, Saint-Étienne Métropole, voilà. Pas mal de retours d'expérience, parfois compliqués comme tu l'as dit, mais où on arrive quand même à trouver des compromis. Est-ce que vous avez des réactions, des questions? C'est le temps de l'échange. Donc je vous donne la parole, soit par le chat, soit en prenant, comme tout à l'heure l'a fait la personne précédente, la parole. C'est plus vivant de se parler quand même. Je ne sais pas. Personne n'a d'interrogation. Il n'y a pas de réaction. Alors, on a volontairement parlé de ce sujet parce qu'on a conscience que souvent les acteurs, les communes ou autres peuvent rencontrer des problèmes, comme tu l'as dit, et ne sont pas forcément au courant qu'il y ait cette action spécifique sur la médiation faune sauvage et une expertise et un accompagnement de FNE Loire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, notez bien qu'effectivement, je ne peux pas ouvrir mon micro. Que ces structures associatives sont là pour vous accompagner. Alors, tu redonnes la main? On vous redonne la main. Si c'est ça qui a réessayé. Ah, super. Oui, on vous écoute. Excusez-moi, je vous ai coupé du coup. Non. Allez-y. Je suis Magali Ollier, je fais partie d'un club d'entreprise et puis je suis animatrice d'une association sur la Loire pour les managers. Et en fait, je voulais savoir si ces moments, et déjà je voulais vous remercier pour ces moments et les deux expertises extrêmement intéressantes qui ont été données. Je suis assez sensible aux questions de services écosystémiques qui là portent sur la nature, mais qui pour moi devraient être assez transverses. Et je voulais savoir si ces moments sont adressés alors à nous citoyens, à nous acteurs économiques, acteurs territoriaux, et qui est là en fait, et, et quel impact et comment relayer ces moments-là pour que ce soit effectivement entendu par de nombreux autres acteurs. Voilà, cette question, et merci beaucoup à Kevin et Lucille, c'était passionnant.
en fait. Merci, c'est gentil. Effectivement. Alors, juste avant de vous donner la parole, FNE, je réponds sur qui est présent déjà, parce que je voulais le dire en introduction, c'est bien, vous me donnez la parole, l'occasion de le dire. Effectivement, on a un échantillonnage assez large d'inscrits de présents à ce webinaire. Donc, on a aussi bien des bailleurs sociaux, des entreprises privées, des représentants des communes, voilà, des aménageurs, des associations engagés sur ces questions, mais sur la transition, par exemple. Voilà, et des entreprises et des industries, effectivement. Donc, je vous redonne la parole. Oui, bah, je n'avais pas plus à dire, Cécilia, mais c'est ça, hein, c'est la liste que tu viens de faire. C'est vraiment en fait, on travaille avec tout le monde. Il n'y a pas de limite, que ce soit privé, public, entreprise, même particulier. Voilà, c'est dès lors on peut mettre en place un projet, que ce soit de la gestion différenciée, donc plus avec Lucille ou de médiation faune sauvage avec moi. On n'a pas vraiment de limite en termes de partenariat et d'intervenants. C'est assez Donc, large. on peut parler peut-être de comment ça se passe. Donc, j'imagine que vous avez une tarification quand vous intervenez, que vous faites un accompagnement. Cependant, moi, comme je l'ai dit en introduction, pour les signataires de la charte d'engagement biodiversité, donc pour les acteurs publics et privés du territoire, Saint-Étienne Métropole s'engage, voilà, dans la mesure du possible, hein, mais à vous accompagner sur la mise en place soit de sensibilisation auprès de vos équipes, soit de petites mesures d'amélioration de problématiques qu'on travaille ensemble si vous vous manifestez auprès de nous. Donc, je rappelle peut-être pour ceux qui sont arrivés plus tardivement que nous avons un site qui s'appelle Engagé pour la nature Saint-Étienne Métropole. Il faut bien mettre aussi Saint-Étienne Métropole, sinon on bascule sur un site national, donc il faut bien préciser, où vous avez un site ressources, donc avec beaucoup de données. Et on fera d'ailleurs le lien sur les fiches médiation faune sauvage, on se disait que vous venez de présenter, FNE. Et vous retrouvez la charte d'engagement, la prise de contact pour revenir vers nous et l'offre d'accompagnement. Voilà. L'objectif de cette stratégie biodiversité, telle que les élus l'ont votée, en tout cas, c'est vraiment de fédérer et de faire adhérer un maximum d'acteurs publics et privés du territoire. Voilà, qu'on ne reste pas chacun dans notre précaré, ou les naturalistes aussi dans leur précaré, qu'ils font depuis longtemps en tant que militants. Ils accompagnent tout type d'acteurs en fonction de tout type de besoins dans la mesure du possible, comme vient de le dire Kevin ou aussi Lucille. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, bah, peut-être qu'on a fait le tour. Je vois que ça s'égrène un petit peu, que certains sont obligés de partir pour d'autres occupations. Bonjour. Bah, écoute, oui, on vous écoute. Bonjour. Présentez-vous. Monsieur Ollier, responsable du service horticole de l'Habitat Métropole. Oui. Je voudrais revenir sur le premier sujet concernant la plantation, les essences qui ont été plantées sur la carrière. Il y avait un taux de reprise qui était assez bas, avec des essences locales. C'est ça qui a été dit? Non, ce qui a été dit, c'est que forcément, donc à chaque fois, c'est à peu près entre 100 et 150 plants qui sont plantés tous les ans. Et dans tous ces plants, en fait, il y a forcément un petit taux de perte. Et cette année, par exemple, on a dû remplacer 27 pieds sur les 150 qui avaient été plantés l'année dernière. Et les essences, c'était quoi Alors là, j'ai pas la liste avec moi. Je pourrais pas. C'était des arbustives, c'était des essences arbustives. C'est des arbres d'habillement ou des arbustes? Oui. Alors il y avait les deux. Il y avait les deux. Mais j'ai pas pris le détail. J'ai pas pris le détail avec moi. Et merci. Alors, vous pourrez peut-être le rajouter dans le support. Oui, avant qu'on le mette en ligne, par exemple. Oui, oui. Parfait. Merci.
Après, donc j'en profite, on a un référentiel végétal sur le site de Engagé pour la nature que vous trouvez dans la boîte à outils. Dans l'onglet stratégie biodiversité métropolitaine, vous verrez qu'il y a pas mal de documents, de référentiels qui sont présentés. Et donc, vous avez toute la liste des espèces qu'il faut favoriser en termes de plantation en fonction des typologies aussi des secteurs géographiques si vous vous situez voilà, en altitude ou sur le territoire, parce qu'on a une variété de milieux, de biotopes différents sur notre territoire. Si on est en altitude dans le Pilat ou si on est en fond de vallée, plus vers les gorges de la Loire. Donc, on vous a mis des listes d'espèces qui ont été travaillées avec le Conservatoire botanique et d'autres acteurs environnementaux. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Voilà, et aussi en fonction de s'ils sont allergisants ou s'ils ont voilà, différents critères en fait à prendre en compte en fonction de ce que vous recherchez pour la plantation. Et on privilégie toujours, bien évidemment, les espèces locales et sauvages. Donc nous, on travaille avec la labellisation végétale locale. Donc les listes dont Cécilia parle, ça fait référence aussi à ça. Donc on avait, que je n'ai pas cité, on avait les services de l'État, la DDT, qui était présente aussi, qui a dû nous quitter et qui nous remercie. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas s'il y a encore des interventions, une petite dernière, ou si on se dit au revoir. Qu'est-ce qu'il faut que je dise en conclusion? Ok. Bon, bah, on va vous remercier, notamment à notre partenaire FNE Loire, avec qui nous travaillons de longue date, notamment Kevin et Lucille. Merci encore pour vos interventions très intéressantes qui ont bien plu. Voilà. Et on vous donne rendez-vous le 11 mars pour le prochain webinaire sur les refuges LPO en partenariat, donc avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, section Loire. Voilà, et ben écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt. Et n'oubliez pas d'aller consulter les ressources ou de transférer le webinaire en replay. Il sera en ligne sur le site Engagé pour la nature Saint-Étienne Métropole. Bonne fin de journée à tous. Merci encore de votre présence. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.